si je vous disais que dans une ville française à Bordeaux a eu lieu le procès le plus insolite de l'histoire? Et si je vous disais aussi que l'accusé était poursuivi pour acte de lycanthropie, un mot savant pour les gens qui peuvent se transformer en loup-garou? Vous ne me croyez pas? Je vous comprends. Quand j'ai eu vent de cette histoire, j'ai tout de suite pensé à une mascarade. J'attendais la chute de la blague, mais elle n'est jamais venue. C'est en 1603, dans le tribunal de Bordeaux, qu'un juge va commencer le vrai procès du loup-garou de Bordeaux. Oh oh oh, quelle sale affaire. J'espère que vous allez bien depuis la dernière histoire. Bois un petit coup de café, c'est une dure affaire. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma dernière vidéo qui parle de la forêt la plus hantée du monde, je vous mets l'affiche juste ici dans le coin. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil, même les deux, mais reprenez-les après quand même, parce que c'est con de perdre ses yeux aussi bêtement. J'espère que vous aimez les histoires tordues, parce que celle-ci, elle est sucrée-salée, hein. Cette histoire est très spéciale, il y plane un climat de surnaturel. J'espère que vous êtes bien accrochés, et on se moque pas trop des gens du Moyen-Âge, hein. Au début du XVIIe siècle, l'Europe était en proie à des croyances intenses en des créatures surnaturelles, et parmi elles, les loups-garous occupaient une place particulière. Ces créatures, mi-homme, mi-loup, étaient accusées de tous les problèmes de la société. Des meurtres brutaux aux disparitions mystérieuses, les loups-garous, c'était toujours eux. La peur des loups-garous était alimentée par les récits populaires, les légendes et même certains écrits religieux de l'époque. La France sortait tout juste d'une série de conflits religieux dévastateurs entre catholiques et protestants, connus sous le nom de guerre des religions. Ces guerres avaient divisé la société française et créé un climat de méfiance et de superstition. C'est dans ce climat de tension qu'une série de disparitions d'enfants avait semé la terreur parmi les habitants. On prend notre calèche et direction l'Aquitaine, on va aller dans les alentours de Bordeaux, on est dans l'année 1603, plusieurs enfants disparaissent. Les autorités de la région commencent à faire le tour des maisons et des fermes pour essayer de comprendre la situation. Les familles des enfants disparus rapportent que leurs fils et leurs filles ne sont pas rentrés après avoir été envoyés garder les troupeaux. C'était très commun au Moyen-Âge de faire travailler les enfants, surtout pour garder le troupeau. De nos jours, normalement, c'est interdit de faire travailler des enfants, mais bon, dans certains pays d'Asie, c'est open bar. Les recherches ne donnaient rien, et aucune trace de lutte ou de présence des enfants ne pouvait être trouvée. La nature inexplicable de ces disparitions alimentait les rumeurs et les spéculations. Les villageois commençaient à murmurer que les enfants avaient été enlevés par une créature surnaturelle. La peur du loup-garou, une créature mythique, capable de se transformer en loup pour chasser les humains, prit rapidement racine. Cette peur était nourrie par des récits anciens et des histoires locales. Les habitants affirmaient avoir vu une grande bête rôder autour du bois à la nuit tombée, et certains disaient même avoir entendu des hurlements, comme par hasard. Comme si c'était un loup. L'atmosphère était chargée de suspicion et de terreur. Les autorités locales, sous la pression croissante de la population, commencèrent à enquêter plus sérieusement. Ils patrouillaient les forêts, organisaient des battues et mettaient en place des veillées nocturnes, mais sans succès. La situation devenait de plus en plus critique et la panique s'installait durablement dans les villages de la région. C'est dans ce climat de terreur et de tension que Jean Grenier, un ado de 14 ans, se fait arrêter. L'arrestation de Grenier fut déclenchée par le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Marguerite Poirier, qui dit avoir échappé de justesse à l'attaque de Jean Grenier. Marguerite Poirier raconte aux autorités qu'elle avait été approchée par Jean Grenier alors qu'elle gardait ses troupeaux près du bois. Selon son témoignage, Grenier lui avait fait des avances inquiétantes en affirmant qu'il se transformait en loup et chassait les enfants. Il aurait tenté de l'attaquer, mais Marguerite, elle y échappa par un coup dans les valseuses, selon les témoins. Jean Grenier fut rapidement appréhendé par les autorités locales. Lors de son arrestation, il ne fit rien pour se défendre ou nier les accusations. Au contraire, il avoue, avec une étrange sérénité, être le loup-garou. Il raconte comment, avec une peau de loup enchantée, donnée par un mystérieux homme en noir, il se transformait en loup pour chasser et dévorer les enfants. Les aveux de Grenier étaient glaçants de détails. Il décrivait les attaques, les transformations et même le goût de la chair humaine. Grenier déclara également qu'il avait tué et mangé plusieurs enfants des villages environnants. Bon bah les gars, c'est cuit, il a avoué, au bûcher, hein, avec les sorcières, hein, sur la place publique. Et là, un grand homme dit « Non, les gars, attendez, bon, il a peut-être avoué, mais on va faire un procès, on va faire des trucs propres.
on fait un procès. Son histoire, bien que fantastique et effrayant, correspondait aux descriptions des disparitions et renforçait les accusations portées contre lui. La communauté, déjà en proie à la panique, fut horrifiée par ces révélations. Les autorités de Bordeaux décidèrent d'ouvrir un procès pour comprendre la nature exacte des crimes de Grenier et déterminer la suite à donner à cette affaire. Le procès de Jean Grenier se déroula en 1603, dans une atmosphère de grande tension et de curiosité. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on fait le procès à un loup-garou. La TV n'existait pas, donc leur télé-réalité, c'était les exécutions publiques ou les procès de loup-garou, par exemple. Ça se fendait vachement la tronche. Les témoignages entendus au procès étaient accablants. Marguerite Poirier, la jeune fille qui avait échappé à une attaque, fut l'une des principales témoins. Elle décrivit avec précision sa rencontre avec Grenier et son comportement menaçant. Son témoignage, empreint de détails et de sincérité, fit forte impression sur le tribunal. Bon bah sortez la corde, hein, c'est bon, on va le pendre. Ah non, pas encore, c'est pas fini. D'autres villageois viennent à la barre pour témoigner des disparitions de leurs enfants. Les descriptions des meurtres correspondaient aux aveux de Grenier, ajoutant du poids aux accusations portées contre lui. Les magistrats écoutèrent attentivement les confessions de Grenier qui répétait sans hésitation les détails de ses transformations et de ses crimes. Sa sincérité et son absence de remords ajoutaient à l'horreur de ses aveux. Toutefois, son jeune âge et son comportement étrange soulevaient des doutes. Était-il réellement un loup-garou ou souffrait-il d'une démence mentale? Des experts médicaux furent appelés à témoigner, certains avançant l'hypothèse que Grenier pouvait souffrir de lycanthropie clinique, un trouble psychiatrique où le patient croit pouvoir se transformer en loup. D'autres, influencés par les superstitions de l'époque, soutenaient l'idée d'une véritable transformation surnaturelle. Après de longues délibérations, le tribunal prononça son verdict. Jean Grenier fut reconnu coupable de lycanthropie et de meurtre. Cependant, compte tenu de son jeune âge et de la possibilité qu'il soit mentalement dérangé, il ne fut pas condamné à mort. Mentalement dérangé? Complètement ouf le mec, il a quand même bouffé des gosses. Grenier fut condamné à la réclusion à perpétuité dans un monastère. De là, il devait être surveillé par des religieux, loin de la société qu'il avait terrorisée. Le procès de Jean Grenier illustrait parfaitement la manière dont la justice médiévale traitait les cas de prétendue lycanthropie. Les juges devaient naviguer entre la réalité des crimes commis et les croyances surnaturelles profondément enracinées dans la société de l'époque. Certains spécialistes actuels se sont un peu intéressés au cas, parce que c'est quand même cool d'avoir un procès de loup-garou en France. Certains psychologues considèrent que Jean Grenier souffrait probablement de troubles mentaux. Le trouble de la lycanthropie clinique, une condition rare où une personne croit fermement qu'elle peut se transformer en animal, pourrait expliquer ses aveux détaillés. Les hallucinations, les délires et un possible traumatisme pourraient avoir contribué à ses convictions. Grenier, âgé seulement de 14 ans, était particulièrement vulnérable à l'influence des superstitions locales et des croyances effrayantes. Son comportement étrange et ses aveux spectaculaires pourraient être interprétés par des manifestations de troubles psychiatriques. Les populations rurales vivaient dans un monde où la frontière entre le naturel et le surnaturel était floue. Les histoires de loups-garous, de sorcières et de démons faisaient partie de la culture populaire. La peur collective alimentait souvent des procès spectaculaires où des individus étaient accusés de crimes surnaturels. En fin de compte, l'histoire de Jean Grenier est plus qu'une simple histoire de lycanthropie. Elle est le reflet des angoisses et des croyances d'une époque révolue, tout en restant un rappel poignant de la fragilité de la condition humaine face à l'inconnu et à l'incompréhensible. C'est l'histoire. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, quand t'avais un petit peu un pet au casque, t'étais ou une sorcière, ou un loup-garou, ou on te foutait au bagne, ou on te tuait. C'était assez simple. On se prenait pas trop la tête. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et même de vous abonner pour voir les suites, les autres enquêtes que nous allons faire, bien entendu. Comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.